Du Burkina. Au menu de cette édition, quelques résultats des scrutins du 2 décembre dernier qui commencent à nous parvenir. Ils ne seront certes pas encore définitifs, mais permettent de situer sur les tendances. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante en appellent à la bonne conduite des partis politiques et de leurs militants lors de la proclamation des résultats. Une campagne soutenue par un groupe d'avocats sera menée dans ce sens. Le gouvernement malien examine les possibilités d'un dialogue direct proposé par le médiateur Blaise Compaoré avec les mouvements qui le désirent. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères a été reçue dans ce sens. Le gouvernement malien examine donc les possibilités d'un dialogue direct avec les mouvements actifs au nord du pays et qui le souhaitent. Une délégation a rencontré le médiateur de la CEDEAO pour en discuter et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dialogue pourrait débuter demain mardi à Ouagadougou. Les explications de Jacques Lamissa à Tarpaga. Le gouvernement malien entend entrer dans le dialogue mené par le médiateur Blaise Compaoré avec les autres parties de la crise malienne. Présente à Ouagadougou, cette délégation reçue par le président du Faso est conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Koulibaly. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup discuté avec les uns et les autres dans le cadre de séances préparatoires. Et je crois que le moment est peut-être venu de passer à une autre phase. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous devons peut-être examiner ensemble quelles sont les possibilités d'amorcer un dialogue pour que le Mali puisse retrouver sa quiétude. Le gouvernement malien est face à deux tendances. D'une part, les indépendantistes du MNLA et d'autre part, les partisans de la charia en Sardine notamment. Nous agissons dans le cadre de la constitution du Mali. Et la République est une, indivisible, et elle est laïque. À cet égard, les revendications indépendantistes ou autres revendications de ce genre et les tentatives d'installer une confession ou une loi par la force ne peuvent pas prospérer au Mali. Cette audience au palais de Kossiam est un premier pas vers un véritable dialogue. Sans vouloir donner des détails sur la rencontre, le ministre des Affaires étrangères du Mali est confiant. Le président Compaoré est confiant, bien entendu. Et moi, en tant que d'abord citoyen malien, au-delà de la confiance, je suis volontaire pour régler les problèmes de mon pays. Donc la question de la confiance ne se pose pas. Sinon, si nous n'étions pas confiants, nous arrêterions tout de suite tout ça. Sachez que nous aboutirons. Le Mali retrouvera son unité, le Mali retrouvera son intégrité territoriale, comme je vous ai dit, pour se tourner vers des choses importantes, à savoir le développement économique et social et une lutte implacable contre les terroristes. Il est prévu ce mardi après-midi à la présidence du Faso même l'entame des discussions. L'on s'attend à la participation des groupes comme en Sardine, MNLA et le gouvernement malien. Et le président malien était au Niger où il a déploré le recul de l'ONU face à la crise. Il a signalé la dégradation de la situation au nord Mali et préconisé une intervention armée pour recouvrer l'intégrité territoriale. Les réactions sont vives après le rapport de Ban Ki-moon qui dénonce les risques d'une intervention armée au nord Mali. Pour le président malien, il y a urgence à intervenir. En déplacement au Niger, Dioncounda Traoré a dénoncé la dégradation des conditions de vie au nord du pays, occupé par les islamistes. Il regrette le recul de l'ONU. Le monde entier s'est prononcé pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali, pour la préservation de sa démocratie et pour conserver la forme laïque de son État. Mais le monde entier s'est aussi et surtout prononcé pour la mise hors d'état de nuire du terrorisme international. Sur le continent africain, les arguments de Ban Ki-moon n'ont pas convaincu. Il préconise une intervention armée en dernier recours pour éviter des violations des droits de l'homme et une aggravation de la situation humanitaire. Pour la CEDEAO, ne pas intervenir, c'est capituler. Un point de vue partagé par le Niger. Il y a urgence à ce que soient mises en place les forces nécessaires pour pouvoir libérer le Nord Mali et créer les conditions de l'intégrité du territoire malien. Aux soldats maliens prépositionnés à Niamey, Dioncounda Traoré a rappelé qu'il aura besoin d'eux en cas d'option militaire. Pour l'heure, c'est la négociation qui est privilégiée. Aujourd'hui, à Ouagadougou, des officiels maliens devaient s'entretenir avec une délégation d'Ansardine et du MNLA.
sous l'égide du médiateur Blaise Compaoré. Retour chez nous pour signaler que les premiers responsables de la Commission électorale nationale indépendante s'engagent dans une campagne de sensibilisation des acteurs politiques sur une bonne conduite du processus électoral. Et ils sont soutenus dans leur démarche par un groupe d'avocats et l'objectif est de veiller à la sérénité lors de la proclamation des résultats. Après la clôture des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante passe à l'examen des procès-verbaux des documents électoraux en provenance des centres provinciaux de résultats CPCR. Après cela, elle procédera à la proclamation des résultats provisoires et à l'ouverture du contentieux électoral. Et justement, cette rencontre d'aujourd'hui planche sur la bonne gestion de cette phase électorale très sensible. Il est question donc de préparer les acteurs politiques à faire usage de toutes les voies de recours juridiques et non de la violence dans le cas où ceux-ci contesteraient les résultats. L'objectif principal de cette campagne, c'est de parvenir à convaincre les acteurs politiques à faire usage des moyens pacifiques et réguliers en cas de contestation des résultats des élections. Le Code électoral prévoit, en ses articles 194, 195, 260 et 261, les voies de recours contre la régularité du scrutin et du dépouillement. Ce recours peut être formé devant le Conseil constitutionnel pour les élections législatives et devant le tribunal administratif en ce qui concerne les élections municipales, évidemment sous la censure du Conseil d'État. L'usage de ces voies de recours, à défaut d'une solution à l'amiable, devra éviter la survenue de graves crises qui se révéleraient dommageables au processus démocratique, voire tout simplement au développement économique de notre pays. Car la République, c'est avant tout le respect de la loi, ce qui permet de dire que les recours juridiques sont à la démocratie, ce que la violence est à l'anarchie. Un reportage donc de Amadou Ardo Diko. Les résultats des municipales et législatives tels que glanés par nos reporters sont favorables au Congrès pour la démocratie et le progrès dans le Sanguier. Le candidat tête de liste dans la province Béon-Luc, Adolphe Thiao, a rencontré son équipe de campagne pour analyser les premières tendances. Au micro de Godefroy Bazé, il s'est dit confiant quant à l'issue des délibérations. Je tiens à remercier les électeurs et les électrices du Sanguier pour la confiance très forte qu'ils ont exprimée à l'endroit de notre parti. Et tout à l'heure, dans le bilan que nous venons de faire, un de nos anciens a dit que jamais au Sanguier on a eu vraiment un tel score, une telle adhésion. Donc ça veut dire, je pense, que le travail que nous avons mené ensemble, parce que c'est un travail collectif, ce n'est pas le travail d'un homme, c'est un travail collectif qui a donc permis de rallier une bonne partie, la grande majorité des fils et des filles du Sanguier autour justement d'un idéal, celui de construire notre province sous la houlette du CDP. Et je pense que nos messages ont porté et nous attendons avec impatience la proclamation donc des résultats, mais nous avons fortement espoir que nous serons très bien servis. Deux députés dans l'escarcelle du CDP, dans le Sanguier? On espère fortement, parce que je ne peux pas me prononcer, parce que dans la mesure où je ne suis pas habilité à le faire, mais si nous observons les tendances que nous avons pu voir depuis la nuit et ce matin, l'espoir est permis, mais on préfère attendre que les séries nous disent exactement ce que nous avons eu. À la commission électorale provinciale du Houé, l'on est toujours dans l'attente des résultats. Les agents en charge du traitement des procès-verbaux sont à pied d'œuvre. L'un des membres se prononce cependant sur les retards enregistrés dans la publication des résultats et il est au micro de Amadou Aristide Ouedraogo. Bonsoir, il est exactement 18h passé de 10 minutes. Est-ce que l'on peut avoir quelques résultats provisoires des différents bureaux de vote? Présentement, nous sommes en train de travailler sur les résultats qui sont en train de venir des communes rurales. Et nous avons enregistré quelques communes qui sont arrivées, mais pas tous. Voilà, par exemple, la commune de Bama, ils ont voté jusqu'à minuit. Parce qu'à partir de 18h, il y avait toujours une file de 100 et quelques personnes. Voilà. Donc vraiment, la difficulté, comme c'est des élections couplées,
c'est difficile. Voilà, il faut avoir un peu de patience, prendre un peu de patience, vraiment pour avoir vraiment un travail bien fait. Présentement, nous ne pouvons rien dire. Honnêtement, nous ne pouvons rien dire, puisque les listes qui sont en train d'être saisies, bon, tout n'est pas rentré. Vraiment, c'est mieux de patienter. Voilà, satisfaisant. Il faut attendre. Bon, jusqu'à demain, voire même après-demain, pour un travail vraiment bien fait. Je crois qu'on n'a pas à se hâter pour donner des chiffres qui ne seront pas ce que le Conseil constitutionnel et que le Conseil d'État vont donner. Voilà, il faut aller lentement et sûrement, faire un travail bien. Voilà. Et donc, sur toute l'étendue du territoire, les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante s'activent pour livrer les résultats le plus tôt possible. Ce matin, ceux de 2 communes et de 14 bureaux de vote étaient connus. Et bien que partiels, ces résultats donnent un aperçu sur la situation dans la province de la Comoé. Les précisions avec Christine Koulibaly. Sur les 9 communes que compte la province de la Comoé, 2 avaient leurs résultats disponibles aux environs de 11 h ce lundi 3 décembre. La première, Moussodougou, où le CDP a mené le jeu avec 879 voix, suivi de l'UNIR PS 867 et du RDB avec 194 voix. Soubaragné-Dougou, la deuxième commune, donnait également le CDP en tête avec 2437 voix, secondé par l'UPC 1263, puis le RDB avec 486 voix. À Banfora, les résultats de 14 bureaux de vote sur les 88 étaient également disponibles. Vous savez que les CDP et les partis majoritaires ne prennent pas part aux élections municipales cette année, pour des raisons que vous connaissez. Donc, le RDB, qui semble, sur les 14 bureaux, attirer en tout cas les autres partis. Vous savez qu'il y a 8 partis politiques qui étaient en compétition dans la commune de Banfora. Et le RDB est suivi du PDS maintenant. Bon, le RDB s'en tire pour le moment avec 1318 voix sur les 14 bureaux, suivi du PDS maintenant avec 315 voix. Pour les législatives, on peut dire que à ce niveau, le CDP, sur les 14 bureaux, en tout cas, mène le bal, avec 1385 voix, contre 1112 voix pour les RDB. Mais les dépouillements continuent, parce que nous avons reçu la dernière vers 9h30. En tout cas, la bataille, elle sera rude. La bataille était rude pour les partis en lice et le défi grand pour les organisateurs de ce scrutin qui, malgré quelques difficultés rencontrées, peuvent se réjouir. À mon niveau, je me dis que, en tout cas, le bilan est satisfaisant parce que la veille des élections, on ne pouvait pas imaginer que certains bureaux allaient fonctionner, mais avec les dispositions d'urgence, je pense qu'on a pu, en tout cas, remettre les choses en marche. Il n'y a pas un bureau qui n'a pas fonctionné, je dirais que déjà c'est un acquis, ce qui a vraiment permis aux électeurs qui, la nuit, avaient vraiment eu des informations comme quoi leurs bureaux et les urnes ont été saccagés et qu'ils n'allaient pas pouvoir voter. Et le matin, en tout cas, tout a été mis en ordre et les gens ont voté. Donc je me dis que vraiment, dans l'ensemble, ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Jusque-là, bon, je n'ai pas connaissance d'une difficulté quelconque qui puisse entraver en tout cas les résultats d'un bureau de vote. Des résultats que la CEPI compte livrer entre 72 heures et une semaine, donc plus de temps à perdre pour les différents maillons de la chaîne. Et au Yatenga, dans le Nord, les choses se précisent au fur et à mesure que les résultats parviennent au siège de la commission provinciale indépendante. Les tendances sont favorables à l'ADF, RDA et au CDP, selon que ce soit les législatives ou les municipales. Le point avec le commissaire régional de la CENI au micro de Abdelaziz Yadjibou. Au niveau de la région du Nord, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant parce que vous avez constaté avec nous que dans les 4 provinces que sont le Lorum, le Yatenga, le Passoré et le Zondoma, nous n'avons pas enregistré de risque. Nous avons observé une certaine prudence toute la journée d'hier pour ne pas donner des chiffres qui vont être plus tard par la suite être erronés. Mais à l'état actuel, nous pouvons vous donner quelques tendances pour les 3 communes que nous avons déjà enregistrées. Au niveau de Nami Sigma, nous avons en tout cas pour le CDP
3768 votants. Alors, je vais donner juste pour les 3 partis qui ont eu plus grand nombre de suffrages. Donc, le CDP au niveau de Nami Sigma, 3768. Alors, l'ADF-RDA au niveau de Nami Sigma, 1858. Je précise, c'est pour les élections municipales. Et le PDS METPA qui arrive en 3e position avec 281 voix. Alors, en ce qui concerne la commune de Waïguya, bon, nous avons 137 bureaux de vote. Alors, mais nous n'avons pas pu récapituler tout, ça allait être quand même fastidieux, mais pour des besoins de presse, nous avons pris une cohorte de 30 bureaux. Donc une cohorte de 30 bureaux pour voir en fait pour les municipales. Et nous avons pour ces 30 bureaux, alors là je commence par le plus faible, nous avons 345 pour l'UPC, pour les élections municipales, 345 pour l'UPC. Alors nous avons pour le CDP 2665. Nous avons pour l'ADF 2552, ça c'est pour les municipales. Donc à ce niveau, vous voyez qu'il y a une légère domination du CDP pour ce qui est de les 30 bureaux de vote que nous avons pris comme ça au niveau des municipales. Alors pour ces mêmes 30 bureaux de vote pour les législatives, vous avez 311 pour l'UPC, vous avez 2456 pour le CDP et vous avez 3348 pour l'ADF-RDA. Donc vous voyez, il y a quand même une grande variante entre les résultats des municipales et les résultats des législatives. Donc au niveau législatif, pour les 30 bureaux, vous voyez qu'il y a une légère tendance pour la DFRDA et pour les municipales, il y a une légère tendance pour le CDP. Voilà donc pour ce qui était pour l'instant de ce qu'on a pu glaner pour les élections municipales et législatives du 2 décembre dernier. Et en attendant les résultats, se profile un autre grand événement à l'horizon. Et vous l'aurez compris, c'est la célébration du 11 décembre à Koudougou. Et à l'occasion de cette célébration, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail du 4 au 12 décembre 2012 inclus sont déclarés continues de 7h à 14h sur toute l'étendue du territorial de la province du Boulkiemdé. Je dis bien sur toute l'étendue territoriale de la province du Boulkiemdé. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue pour le ministre et par délégation le secrétaire général Koudbi Sinare, chevalier de l'ordre du mérite. Et puis d'autres événements dans ce journal, les journalistes du Burkina et du Niger à la découverte du détachement militaire américain pour l'Afrique basé à Stuttgart en Allemagne. Ils y sont allés découvrir les activités de ce corps d'élite de l'armée américaine qui se propose d'entretenir de bonnes relations avec les armées du continent en matière de sécurité et de paix. Simon Gongo. Arrivés du Burkina et du Niger, ces journalistes ont rendez-vous avec l'histoire militaire des États-Unis. Basé ici à Stuttgart, Africom doit tisser des relations avec les armées africaines et les entretenir pour défendre les intérêts américains en Afrique. Les exposés présentés par les hauts responsables montrent que le Burkina est un pays clé pour les États-Unis. À titre d'exemple, les manœuvres comme Flintlock, les soutiens aux activités civilo-militaires des militaires burkinabés, la formation pour les opérations de maintien de la paix sont cités. Les États-Unis offrent aussi du matériel à l'armée burkinabé. Au cœur d'Africom, vous découvrez la base aérienne militaire la plus grande d'Europe, tenue par l'armée américaine. Mais au-delà de l'arme traditionnelle, l'armée américaine tient une télévision, des chaînes de radio et un journal, Star Stripe. Ces médias fonctionnent comme tout autre. Financés par le ministère de la Défense, les journalistes sont des militaires et des civils. Mais, sur les dossiers africains comme le Mali, les responsables d'Africom disent attendre les Africains. Pour eux, l'Afrique choisit d'abord, l'Amérique vient en soutien. Chaque programme développé dans un pays est un choix du pays et l'Amérique vient en appui. L'Amérique est sûre d'une chose, l'Afrique est le continent de l'avenir qu'il faut sécuriser et permettre la libre circulation des matières premières et des produits assimilés. Une fois sur le marché mondial, la loi du marché fera le reste. Et pendant ce temps, la Bourse régionale des valeurs immobilières de l'Afrique de l'Ouest et la structure dépositaire centrale Banque des règlements veulent mieux se faire connaître. Elles ont par conséquent convié les journalistes des pays membres de l'UEMOA pour échanger sur leurs activités, orientation et évolution de ces deux structures. Drissa Seri. De 1998 à nos jours, la Bourse régionale des valeurs mobilières et le dépositaire central Banque de règlement ont bien rempli leur mission.
celle de cotation des valeurs mobilières, d'animation du marché financier et de diffusion des informations. Avec 37 sociétés cotées à la bourse et 108 adhérents au DCBR, la BRVM totalise à la date d'aujourd'hui 4 762 milliards de francs CFA de capitalisation boursière. Des performances jugées satisfaisantes eu égard au contexte économique qui prévaut dans l'espace UEMOA où le taux d'épargne reste faible comparé à celui d'autres régions. Cela n'empêche pas la BRVM d'occuper la 7e place en Afrique derrière des places boursières comme Johannesburg, Casablanca, Lagos, Nairobi et Tunis. En ce moment, il est question de donner un nouveau souffle aux activités des deux structures par des orientations stratégiques. La BRVM a besoin de jouer un rôle extrêmement important dans l'accompagnement de nos États dans le cadre de l'accélération de la croissance au sein de notre Union. Parce que nous sommes l'instrument privilégié pour la mobilisation de ressources longues pour le financement des investissements à long terme. Donc il est important que cet instrument-là soit connu, soit utilisé par les États, par les institutions régionales, par le secteur privé, de manière à ce que, évidemment, les besoins d'investissement soient satisfaits pour la création de richesses et d'emplois dans nos économies. Selon le directeur général, la BRVM est le modèle le plus achevé de bourse parce qu'ayant bénéficié des avantages de l'intégration monétaire et économique de la zone UEMOA. L'ambition des responsables, c'est de faire rentrer la bourse régionale de l'Afrique de l'Ouest dans le top 5 des bourses africaines à l'horizon 2020. À ce titre, des actions de développement et de promotion seront menées. Entre autres, faciliter l'accès à la cote de la BRVM par les entreprises, offrir de nouveaux produits aux utilisateurs et innover en introduisant le SMS Bourse et en créant un portail d'information boursière. La BRVM et le DCBR sont déterminés à jouer leur rôle dans le financement des économies de la sous-région et dans le développement et l'accélération de la croissance souhaitée par les autorités de l'Union. La Fédération des femmes chefs d'entreprise section du Burkina a procédé au lancement de ses activités. La structure a été créée à l'initiative des chefs d'État de la CEDEAO pour permettre aux femmes actives dans ce domaine de mieux coordonner leurs activités. Commentaire, Peggy Ouedraogo. Depuis sa constitution en juillet 2011, la Fédération des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires regroupait des délégués de 15 provinces de Burkina. Aujourd'hui, dans cette salle, elles sont une trentaine à prendre part au lancement officiel des activités de la structure. C'est aussi le lieu pour ces femmes entrepreneurs de parcourir la SCAD afin d'y dénicher les opportunités pour le développement de leurs activités. L'enjeu important, en tout cas pour l'atteinte des objectifs de la SCAD, c'est de faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin puisse aussi se développer, afin que les femmes, dans le domaine où elles excellent et où elles peuvent apporter une plus-value importante à l'activité économique nationale, qu'elles puissent aussi vraiment être là. Et la FEFA du Burkina est convaincue que c'est ensemble que l'entrepreneuriat au féminin pourra rompre avec les préjugés. On a coutume de dire que ce que femme veut, Dieu le veut. Mais que ce que diable fait, femme le fait. Chères sœurs, ne faisons pas ce que le diable fait. Rompons l'habitude de médisance, de jalousie et d'infantilisme qu'on nous colle à chaque fois. Montrons que nous avons mûri, que nous pouvons taire nos intérêts égoïstes pour faire avancer l'entrepreneuriat féminin. Si nous sommes unis, qui peut nous résister? Pour notre poussée collective, des portes blindées comme l'accès au crédit ne s'ouvriront-elles pas? La Fédération des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires du Burkina est forte de plusieurs membres. L'objectif de cette structure est de conforter la position des femmes dans le tissu économique et de contribuer à diminuer la frange des personnes pauvres à moyen terme. Le programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau potable, assainissement et hygiène organise depuis ce matin un atelier de formation à l'analyse de la vulnérabilité des capacités d'adaptation au changement climatique. Une formation qui vise à améliorer l'accès à l'hygiène et à augmenter l'eau potable et l'assainissement au Ghana, au Burkina, au Mali et au Niger. Yolande Lompo.
Renforcer les capacités des acteurs partenaires de la mise en œuvre du programme USAID-WASH à travers la maîtrise des concepts et outils d'analyse participative des vulnérabilités et des capacités d'adaptation aux effets des changements climatiques. C'est l'objectif principal de cet atelier de formation assuré par CARE avec la participation de Florida International University et Winrock. Nous organisons aussi, en collaboration avec les collègues de l'environnement, des ateliers et des groupes de travail sur le développement d'un programme concernant les changements climatiques, les outils que les communautés peuvent utiliser, ainsi que les méthodes qui seront mises à leur disposition pour essayer de gérer le programme des changements climatiques. Au cours de ces 5 jours de travaux, 4 modules seront dispensés. Cette formation s'adresse aux représentants d'organisations impliquées dans la mise en œuvre du programme, aux représentants d'institutions académiques et de recherche, ainsi qu'aux ONG et structures étatiques œuvrant dans les domaines de la météo, de l'eau, de la santé publique et des ressources animales. Cet atelier est conçu essentiellement autour de 4 à 5 modules, dont notamment des modules qui vont essayer d'amener les participants à échanger sur les principaux concepts relatifs aux risques, aux désastres et au changement climatique, de façon à ce qu'on mette sur place des bases essentielles de compréhension. Et à partir de là, nous allons rentrer dans des outils et des approches que les participants vont essayer de maîtriser. Outre ces séances d'appropriation du programme USAID-WASH en salle, il est prévu une session d'exercice sur le terrain dans les villages de Tama et Wegluga à Tanguy-Ndassuri. Le Ghana, le Mali, le Niger sont concernés par le dit programme et cette série d'ateliers débutés à Ouagadougou devra se poursuivre la semaine prochaine au Niger. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous et ses partenaires renforcent les capacités de ses membres en matière de concepts et d'outils de l'Observatoire de l'éducation. À terme, il s'agira de mettre en place une structure au niveau national pour veiller aux bonnes pratiques liées à l'amélioration du système éducatif national. Pélagie Bimpanome Sawadou. À 3 ans de 2015, environ 30 millions d'enfants en Afrique sont toujours non scolarisés. Pour atteindre une éducation primaire universelle d'ici à 2015, la Coalition nationale de l'éducation pour tous du Burkina et ANCEFA, réseau africain de la campagne de l'éducation pour tous, mettent en place un observatoire de l'éducation au Burkina Faso. Nous sommes à 3 ans de 2015. Il nous faut donc faire en sorte que nos pays puissent arriver à 2015 avec les résultats qui sont attendus. Or, il me semble qu'actuellement en Afrique, il existe, bien malgré tous les résultats qui ont été magnifiques dans les 20 dernières années, il y a encore énormément d'exclus. Et jusqu'à présent, les acteurs sociaux de base sont encore plus ou moins en marge des politiques éducatives. Nous cherchons donc à faire en sorte qu'il y ait plus de participation de la société civile, des organisations de base, une meilleure décentralisation de l'éducation pour la prise en charge des exclus. Il s'agira de renforcer les capacités des organisations de la société civile dans la collecte des informations portant sur les groupes exclus des systèmes éducatifs et aussi dans l'élaboration des stratégies de plaidoyer pouvant permettre au gouvernement de mettre en place des politiques inclusives d'éducation. L'Organisation internationale de la francophonie et l'association Linux et les logiciels libres du Burkina organisent une session de formation relative aux technologies de l'information et de la communication. Ils sont venus de 7 pays de la sous-région pour prendre part à cette session qui devra permettre de contribuer au développement de l'économie numérique dans leurs pays respectifs. Nathalie Sawargo Nabaloum et Inyar Kiteda. C'est une rencontre d'échange entre des professionnels du web. Au nombre de 25, ils sont venus des pays de la sous-région pour renforcer leurs compétences et leur expertise en matière de développement, d'applications, d'outils et de services sur la base des technologies web 2.0. Cette rencontre se tient dans le cadre du plan stratégique pour le numérique de la francophonie. Les applications numériques sont essentielles pour le développement économique et l'insertion réelle de nos pays dans la société de l'information. Cependant, ce n'est pas encore le cas en Afrique. Et nous voulons que des acteurs africains puissent, avec l'expertise qu'il faut, les compétences qu'il faut, être eux-mêmes producteurs de leur contenu, être eux-mêmes concepteurs de leurs applications, de façon à ce que ça réponde aux besoins spécifiques de leur pays.
Pour le président de l'association pour l'Unix et les logiciels libres au Burkina Faso, au sortir de cette formation, les bénéficiaires pourront mettre en pratique les technologies acquises. Le fond du problème aujourd'hui est que nous souffrons de fracture numérique, comme on le dit. Il n'y a pas beaucoup de bandes passantes pour en fait, les contenus numériques. Mais si nous ne nous préparons pas à avoir du contenu qui peut être consommé par la communauté internaute, nous allons développer nos capacités, mais c'est l'Occident qui va nous vendre tout ce qui est comme consommation au niveau de l'Internet. Le Web 2.0 permet la convergence des technologies au niveau des micro-ordinateurs, des téléphones portables et également des terminaux. Une nouvelle école supérieure vient de voir le jour dans notre capitale. Il s'agit d'un établissement qui offre des formations en ligne essentiellement en management et en communication. Les précisions avec Symphorien Somda. L'University of United Popular Nations UPN, établissement d'enseignement supérieur privé, a lancé officiellement ses activités académiques au Burkina Faso. Elle offre des formations de premier, deuxième et troisième cycle en ligne, en management et en communication. L'ouverture de cet établissement constitue une opportunité de formation en plus au pays des hommes intègres. Les universités conventionnelles ont fait leur travail avec leur temps. Et que maintenant, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent avec les technologies de l'information et de la communication et qu'il faut exploiter. Les deux ne sont pas opposés parce que l'université conventionnelle peut très bien faire également et cela se fait déjà. À travers ce système de formation en ligne, l'UPN ouvre les portes de l'université à tous les travailleurs pour poursuivre dans leur discipline de base. Les 115 étudiants pour la première année, on leur attribue tous une bourse. C'est-à-dire que cette année, c'est sans payer. Ils ne payent pas les frais scolaires. L'année prochaine, les 5 premiers, c'est dépendant, on va voir avec le directeur de formation, on va reconduire les bourses encore d'études. Et les autres vont payer. Avec l'implantation des universités étrangères ou internationales, il sera désormais possible de rester au Burkina Faso et de recevoir des formations d'un niveau élevé à des coûts relativement maîtrisés. Fin de formation en gestion des aires protégées pour une vingtaine de personnes venues de 8 pays de la sous-région. En seulement 8 semaines, ils ont pu renforcer leurs capacités en la matière et déclarer aptes à faire valoir leurs connaissances. Oumou Sissé et Nyarkiteda. Après une formation qui a duré 8 semaines, ils sortent avec le diplôme universitaire sur le renforcement des compétences en gestion des aires protégées. Ces 19 gestionnaires d'aires protégées, issus des secteurs publics et privés de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, ont acquis des connaissances dans la gestion efficace et durable de la diversité biologique durant cette formation. Une formation organisée à l'initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, du programme thématique régional des aires protégées, PAPACO, et de l'Université Senghor. Cette formation, il faut d'abord comprendre que ça répond à une demande de différents pays et différentes institutions qui doivent faire face à des insuffisances de connaissances au niveau de certains de leurs professionnels. Et donc l'objectif final, c'est de s'assurer que la biodiversité est mieux conservée, qu'elle est mieux gérée et qu'elle implique davantage l'ensemble des parties prenantes. Pendant 8 semaines, ces 19 auditeurs ont été dotés d'outils et de compétences techniques et scientifiques spécifiques pour améliorer le mode de gestion des aires protégées. Les acquis sont énormes après cette formation parce qu'on a eu des notions très variées et allant de la problématique de la gestion des aires protégées, le suivi écologique, les inventaires fauniques, et l'économie et le droit de l'environnement. En fait, toute une gamme de connaissances et de savoir en relation avec la gestion des aires protégées. Cette édition est la 4e du genre et bénéficie du financement de la Banque mondiale et de la Fondation MAVA. De leur côté, une trentaine de journalistes ont achevé une session de formation en technique de production de programmes radiophoniques et télévisuels. Une session qui s'est tenue à Didgou dans le Moun et qui contribuera au renforcement des compétences des participants en matière de production d'émissions pour la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Maxime Zongo. Permettre aux journalistes de médias audiovisuels publics et privés de renforcer leurs capacités, voilà le but poursuivi par cet atelier.
À la base de cette initiative, le ministère de la Communication, en partenariat avec l'UNICEF. Cette formation a eu pour objectif de renforcer les capacités des acteurs, des médias partenaires de l'UNICEF, donc aux techniques de production et de réalisation d'émissions de sensibilisation, et également donc de leur donner les connaissances nécessaires sur les pratiques familiales essentielles qui seront donc les futurs thèmes de leur production. Les techniques de collecte et de traitement de l'information et particulièrement la production d'émissions de sensibilisation, tel était le contenu de la formation. Une semaine durant, les participants ont allié théorie et pratique. Étaient présents une trentaine d'hommes et de femmes de médias venus des 13 régions du pays. On a appris des choses qu'on n'avait jamais faites, et en radio et aussi en télévision. Donc nous avons appris sincèrement des modules que nous n'avons jamais eu l'occasion vraiment de pratiquer, même dans nos chaînes. Au terme de l'atelier, les participants ont pu s'approprier de connaissances fiables et utiles sur les pratiques élémentaires destinées à la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Le lavage des mains, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, l'allaitement exclusif des enfants, l'alimentation complémentaire et bien d'autres thèmes. Une équipe pédagogique de 5 personnes composée de praticiens de santé et de la communication a assuré la formation. Des agents de l'état civil et des présidents de tribunaux départementaux et d'arrondissement viennent de bénéficier d'une session de formation dans la gestion de l'état civil. Recyclage pour les uns, mais aussi une nouvelle connaissance pour les autres. C'est à l'évidence une bonne démarche en vue de mieux maîtriser le système. Wendata Nathalie Kaoré. L'état civil est un ensemble de données qui fixe la situation d'une personne dans les groupes sociaux auxquels elle appartient et qui la différencie des autres. Ainsi défini, l'état des personnes est constaté par des actes dits de l'état civil. Ces actes sont des écrits dans lesquels l'autorité publique constate de manière authentique des situations telles que les naissances, les mariages ou les décès. L'état civil est d'abord de la compétence des centres d'état civil, mais les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux départementaux ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine puisqu'ils sont chargés de rendre les jugements déclaratifs et les jugements supplétifs d'actes de l'état civil. Malheureusement, ces acteurs directs de l'état civil ne disposent pas toujours de compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. D'où la tenue de cette formation à leur intention, organisée par la Direction générale de la modernisation de l'état civil, une direction qui relève du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Les présidents des tribunaux départementaux des chefs-lieux de province, les présidents des tribunaux d'arrondissement et les agents de l'état civil des communes et arrondissements sont les bénéficiaires de cette formation. Une formation à l'issue de laquelle les bénéficiaires devront maîtriser la typologie et la rédaction des actes de l'état civil, les règles de compétences en matière d'état civil et bien d'autres aspects relatifs à la gestion de l'état civil. Tout ceci leur servira à assurer un service de qualité aux usagers des services de l'état civil. Le ministre des Droits humains et de la promotion civique était ce matin à la maison d'arrêt de correction de l'armée. Des militaires y sont incarcérés suite aux mutineries de l'année dernière et sont en attente de procès. Albert Ouedraogo est allé donner des vivres et s'enquérir de leurs conditions de détention. Compte rendu, Karim Namouanou. Albert Ouedraogo foule le sol de la maison d'arrêt et de correction de l'armée, Maka, l'un des sites les mieux sécurisés au camp général Sangoulé-Lamizana. En dehors de l'administration, aucune prise de vue n'y est autorisée. Il est venu s'enquérir des conditions de détention des militaires. 83 détenus, dont 2 femmes, sont pour la majorité incarcérés depuis la mutinerie intervenue en 2011. Même dans la prison, l'individu qui y est a encore des droits. La prison n'est pas la fin d'un parcours, c'est le début d'un autre. Et nous sommes venus ici voir les pensionnaires pour leur apporter la solidarité de l'ensemble du peuple burkinabé, leur dire qu'ils ont peut-être failli à un moment donné de leur parcours et que l'erreur est humaine. Les militaires sont détenus dans 3 quartiers en fonction du grade et du genre. Si je m'en tiens aux conditions d'hébergement, aux conditions de séjour, s'il y avait à choisir, il est clair qu'il est préférable d'être à la Maka que d'être à la Mako, au regard justement des conditions
du nombre de détenus dans les cellules, de la capacité d'avoir un espace aéré. Et je crois que cela participe des lieux de détention humanisés. Et donc nous avons eu l'occasion aussi d'avoir quelques entretiens. Et je dirais que tout est perfectible. L'idéal serait qu'il n'y ait plus de prison dans le monde. Mais ça, c'est un idéal qui n'est atteint par aucun pays au monde. L'essentiel est que nous travaillons de jour en jour à améliorer la situation. Albert Ouedraogo offre ses vivres et ce matériel d'hygiène aux militaires en attente de procès. Nous avions prévu que le procès pourrait commencer raisonnablement en fin d'année 2012, au dernier trimestre 2012. C'est ce qui est fait, et avec les premiers procès qui ont déjà eu lieu. Et ils vont se dérouler au fur et à mesure que les dossiers seront enrôlés par la juridiction compétente, et en fonction de la disponibilité également des magistrats de la cour d'appel qui siège au niveau du tribunal militaire, nous allons enrôler le dossier et nous avons bon espoir que nous pourrons vider tous les dossiers d'ici mi-2013. À l'issue de cette visite, un rapport sera établi pour une meilleure sauvegarde